Pierre Lemaître, Miroir de nos peines, chez Albin Michel. Le 6 avril 1940. Ceux qui pensaient que la guerre commencerait bientôt s'étaient lassés depuis longtemps. Monsieur Jules, le premier. Plus de 6 mois après la mobilisation générale, le patron de la petite Bohème, découragé, avait cessé d'y croire. À longueur de service, Louise l'avait même entendu professer qu'en réalité, cette guerre, personne n'y avait jamais vraiment cru. Selon lui, ce conflit n'était rien d'autre qu'une immense tractation diplomatique à l'échelle de l'Europe, avec des discours patriotiques spectaculaires, des annonces tonitruantes, une gigantesque partie d'échecs dans laquelle la mobilisation générale n'avait été qu'un effet de manche supplémentaire. Il y avait bien eu quelques morts, ici et là, davantage sans doute qu'on ne nous le dit. Cette agitation dans la Sarre, en septembre, qui avait coûté la vie à 200 ou 300 bons hommes, mais enfin, c'est pas ça une guerre, disait-il en passant la tête par la porte de la cuisine. Les masques à gaz reçus à l'automne, qu'on oubliait aujourd'hui sur le coin du buffet, étaient devenus des sujets de dérision dans les dessins humoristiques. On descendait aux abris avec fatalisme, comme pour satisfaire un rituel assez stérile. C'était des alertes sans avion, une guerre sans combat qui traînait en longueur. La seule chose tangible était l'ennemi, toujours le même, celui avec qui on promettait de s'étriper pour la 3e fois en un demi-siècle, mais qui ne semblait pas disposé, lui non plus, à se jeter à corps perdu dans la bagarre, au point que l'état-major, au printemps, avait permis aux soldats du front. Là, M. Jules passait son torchon dans l'autre main et portait son index vers le ciel pour souligner l'énormité de la situation, de cultiver des jardins potagers. Je te jure, soupirait-il. Aussi, l'ouverture effective des hostilités, bien qu'elle eût lieu dans le nord de l'Europe, trop loin à son goût, lui avait-elle redonné du cœur à l'ouvrage. Il clamait à qui voulait l'entendre, avec la pile que les Alliés sont en train de mettre à Hitler du côté de Narvik, ça va pas durer longtemps. Et comme il estimait que cette affaire était close, il pouvait se concentrer de nouveau sur ses sujets favoris de mécontentement, l'inflation, la censure des quotidiens, les jours sans apéritif, la planque des affectés spéciaux, l'autoritarisme des chefs d'îlots et principalement de cette baderne de Froberville, les horaires du couvre-feu, le prix du charbon, rien ne trouvait grâce à ses yeux, à l'exception de la stratégie du général Gamelin qu'il jugeait imparable. S'ils viennent, ce sera par la Belgique, c'est prévu. Et là, je peux vous dire qu'on les attend. Louise, qui portait des assiettes de poireaux vinaigrettes et de pieds paquets, aperçut la moue dubitative d'un consommateur qui murmurait « Prévu. » « Bon, enfin !» hurla M. Jules en revenant vers le zinc. « Par où tu veux qu'ils arrivent ?» D'une main, il rassembla les présentoirs de dur. Là, t'as les Ardennes, infranchissables. Avec son torchon humide, il traça un grand arc de cercle. Là, t'as la ligne Maginot, infranchissable. Alors, d'où tu veux qu'ils viennent ? Reste que la Belgique. Sa démonstration achevée, il se replia vers la cuisine en bougonnant. Pas nécessaire d'être général pour comprendre ça, merde alors. Louise n'écouta pas la suite de la conversation parce que son souci, ça n'était pas les gesticulations stratégiques de M. Jules, mais le docteur. On l'appelait ainsi, on disait le docteur, depuis 20 ans qu'il venait s'asseoir chaque samedi à la même table près de la vitrine. Il n'avait jamais échangé avec Louise plus de quelques mots, toujours très poli, bonjour, bonsoir. Il arrivait vers midi, s'installait avec son journal. S'il ne choisissait jamais autre chose que le dessert du jour, Louise mettait un point d'honneur à prendre sa commande qu'il passait d'une voix égale et douce. « Le clafoutis, oui, disait-il, c'est parfait. » Il lisait les nouvelles, regardait dans la rue, mangeait, vidait sa carafe. Et vers 14 heures, au moment où Louise comptait sa caisse, il se levait, pliait son parissoir, qu'il abandonnait sur le coin de la table, posait son pourboire dans la soucoupe, saluait et quittait le restaurant.
Même en septembre dernier, quand le café-restaurant avait été tout agité par la mobilisation générale, M. Jules était très en forme ce jour-là, on avait vraiment envie de lui confier la direction de l'état-major, le docteur n'avait pas modifié son rituel d'un iota. Et soudain, 4 semaines plus tôt, alors que Louise lui apportait la crème brûlée à l'anis, il avait souri, s'était penché vers elle et avait fait sa demande. Il lui aurait proposé la botte, Louise aurait posé l'assiette, l'aurait giflé et aurait tranquillement repris son service. Monsieur Jules en aurait été quitte pour perdre son plus ancien habitué. Mais ce n'était pas ça. C'était sexuel, oui, bien sûr, mais c'était, comment dire, vous voir nu, avait-il dit clairement, juste une fois, seulement vous regarder, rien d'autre. Louise, soufflée, n'avait pas su quoi répondre, elle avait rougi comme si elle était en faute, avait ouvert la bouche, mais rien n'était venu. Le docteur était déjà retourné à son journal. Louise s'était demandé si elle n'avait pas rêvé. Pendant tout le service, elle n'avait pensé qu'à cette étrange proposition, passant de l'incompréhension à la colère, mais sentant confusément que c'était un peu tard, qu'elle aurait dû immédiatement se camper devant la table, les poings sur les hanches et élever la voix, prendre les clients à témoin, lui faire honte. La fureur montait en elle quand une assiette lui avait échappé et s'était brisée sur le carrelage. Ça avait été le déclic. Elle s'était ruée dans la salle. Le docteur était parti. Son journal était plié sur le bord de la table. Elle le ramassa rageusement et le jeta dans la poubelle. « Louise, qu'est-ce qui te prend ?» s'offusqua M. Jules, qui considérait le paressoir du docteur et les parapluies oubliés comme des dépouilles opimes. Il exhuma le journal et le lissa du plat de la main en posant sur Louise un regard perplexe. Louise était adolescente lorsqu'elle avait commencé à faire le service le samedi à la Petite Bohème, dont M. Jules était le propriétaire et le cuisinier. C'était un homme fort, aux gestes lents, avec un gros nez, une jungle de poils aux oreilles, un menton un peu fuyant et une moustache poivre et sel en tablier de sapeur. Il portait en permanence des charentaises hors d'âge et un béret noir, rond, qui enveloppait son crâne. Personne ne pouvait se vanter de l'avoir vu nu-tête. Il faisait la cuisine pour une trentaine de couverts. « Cuisine parisienne », disait-il en dressant l'index. Il y tenait beaucoup, et plat unique, comme à la maison. S'ils veulent du choix, les clients n'ont qu'à traverser la rue. Son activité était auréolée d'un certain mystère. Personne ne comprenait comment cet homme lourd et lent, que l'on avait l'impression de voir en permanence derrière son zinc, parvenait à préparer autant de repas d'une telle qualité. Le restaurant n'avait jamais désempli, il aurait pu servir le soir et le dimanche et même s'agrandir, à quoi M. Jules s'était toujours refusé. « Quand on ouvre trop grand la porte, on ne sait jamais qui va entrer », disait-il, en ajoutant « J'en sais quelque chose ». Phrase énigmatique qui restait suspendue dans l'air comme une prophétie. C'est lui qui avait autrefois proposé à Louise de l'aider pour la salle l'année où sa femme, dont plus personne ne se souvenait, était partie avec le fils du bougna de la rue Marcadet. Ce qui n'avait été qu'un service de voisinage s'était poursuivi lorsque Louise avait fait ses études à l'école normale d'institutrice. Ensuite, comme elle avait été nommée, là tout près, à l'école communale de la rue d'En-Raymond, elle n'avait rien changé à ses habitudes. M. Jules la payait de la main à la main, arrondissant généralement la somme à la dizaine supérieure. Il faisait cela d'un air bougon, comme si elle le lui avait réclamé et qu'il s'exécutait à contre-cœur. Le docteur, il lui semblait qu'elle l'avait toujours connu. Aussi, c'était moins qu'il veuille la voir nue qui lui paraissait immoral que le fait de l'avoir vue grandir. Elle trouvait à sa demande quelque chose d'incestueux, à quoi s'ajoutait qu'elle venait de perdre sa mère. Propose-t-on une chose pareille à une orpheline? En réalité, le décès de Mme Belmont remontait à 7 mois, il y en avait bien 6 que Louise ne portait plus le deuil. Elle fit la grimace devant la pauvreté de l'argument.
Elle se demanda ce qu'un vieil homme comme lui pouvait s'imaginer pour avoir envie de la voir nue. Elle se déshabilla et se planta devant la glace en pied de sa chambre. Elle avait 30 ans, un ventre plat, un delta tendre, châtain clair. Elle se tourna de biais, elle n'avait jamais aimé ses seins qu'elle trouvait trop petits, mais elle aimait bien son cul. Elle avait le visage triangulaire de sa mère, des pommettes hautes, des yeux d'un bleu lumineux et une jolie bouche légèrement proéminente. Paradoxalement, ses lèvres charnues, c'est la première chose qu'on voyait alors qu'elle n'était pas souriante ni bavarde. Elle n'avait jamais été, même enfant. Dans le quartier, on avait toujours attribué sa gravité aux épreuves qu'elle avait connues. Un père mort en 1916, un oncle un an plus tard et une mère dépressive qui avait passé l'essentiel de son temps derrière sa fenêtre à fixer la cour. Le premier homme qui avait posé sur Louise un beau regard avait été un ancien combattant de la Grande Guerre dont la moitié du visage avait été arrachée par un éclat d'obus. Vous parlez d'une enfance. Louise était une jolie fille, mais jamais prête à l'admettre. Il y en a des dizaines bien plus jolies que moi, se répétait-elle. Elle avait eu du succès auprès des garçons, mais toutes les filles ont du succès, ça ne veut rien dire. Institutrice, elle ne cessait de repousser les avances des collègues et des directeurs, quand ce n'était pas des pères d'élèves, qui tentèrent de lui mettre la main aux fesses dans les couloirs. Ça n'avait rien d'inhabituel, c'était comme ça partout. Elle n'avait jamais manqué de soupirants. Parmi eux, Armand, 5 ans, dûment fiancée. Attention, Louise n'était pas du genre à jeter sa réputation en pâture aux voisins. Ses fiançailles avaient été une sacrée histoire. Madame Belmont avait sagement laissé la mère d'Armand à la manœuvre, la réception, le vin d'honneur, la bénédiction, plus de 60 personnes invitées. Et Monsieur Jules, dans son frac, Louise apprit plus tard qu'il l'avait loué dans un magasin de décors et costumes de théâtre. Il était trop juste de partout, sauf le pantalon qu'il ne cessait de remonter comme au sortir de sa cuisine. Et chaussé d'escarpins vernis, qui lui faisait des petits pieds de chinoise. Monsieur Jules, donc, qui jouait les propriétaires au prétexte qu'il avait fermé son restaurant pour offrir sa salle. Louise s'en fichait, elle avait hâte d'aller au lit avec Armand, dont elle voulait un bébé, qui n'était jamais venu. L'histoire traîna en longueur. Dans le quartier, on ne comprenait pas. On finit par regarder les fiancés d'un œil torve. Suspicieux, reste-t-on 3 ans ensemble sans se marier? Ça n'existe pas. Armand avait demandé le mariage, avait insisté. Louise attendait que ses règles s'arrêtent pour dire oui et repoussait tous les mois. La plupart des filles priaient le ciel de n'être pas enceinte avant le mariage. Louise, c'était l'inverse. Pas de bébé, pas de mariage. Mais ça ne vient pas. Louise fit une dernière tentative, désespérée. Puisqu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, on irait en chercher un à l'orphelinat. Ça ne manquait pas, les malheureux. Armand y vit une insulte à sa virilité. Pourquoi pas recueillir le chien qui fait les poubelles, lui aussi, il est dans le besoin, dit-il. La conversation partit en vrille, c'était récurrent, ils se disputaient comme un couple marié. Le jour où il fut question de l'adoption, Armand, furieux, rentra chez lui et ne revint pas. Louise en fut soulagée parce qu'elle pensait que c'était sa faute à lui, cette rupture, quelle histoire dans le quartier. « Et alors » hurlait Monsieur Jules, « si ça ne lui plaît pas, la petite, vous voulez donc la marier contre son gré ?» Mais il prenait Louise à part. « Ça te fait quel âge, Louise ? Et il est bien, ton Armand, qu'est-ce que tu veux de plus ?» Mais il disait tout cela d'une voix feutrée, presque hésitante, et ajoutait « un bébé, mais ça va venir, ces choses-là, elles demandent du temps. » Et il retournait à sa cuisine, manquerait plus que je rate ma béchamel. D'Armand, ce qu'elle regrettait le plus, c'était le bébé qu'il ne lui avait pas donné. Ce qui n'avait été jusque-là qu'un désir inassouvi devint une obsession. Elle se mit à vouloir un bébé à tout prix, n'importe lequel, même s'il devait faire son malheur. La vue d'un nourrisson dans un landau lui serrait le cœur. Elle se maudissait, se détestait, se réveillant sursaut en pleine nuit, certaine d'avoir entendu un enfant hurler, quittait son lit en hâte, se cognait au meuble, courait dans le couloir, ouvrait la porte.
Sa mère disait « C'est un rêve, Louise ». Et elle la prenait dans ses bras, la raccompagnait jusqu'à son lit, comme si elle était encore une petite fille.